Aujourd'hui, c'est mon 71e anniversaire et mon fils vient de me casser le bras parce que j'ai poussé sa femme. Ce n'était pas un accident. C'était une punition. Robert m'a attrapé l'épaule avec une force que je ne lui reconnaissais pas, m'a tordu le bras derrière le dos jusqu'à ce que j'entende le craquement, puis m'a traîné dans le placard de service pendant que je hurlais de douleur. Sa femme regardait depuis le couloir, les bras croisés, sans rien dire, avec ce sourire froid qu'elle arbore toujours quand elle gagne. Il a verrouillé la porte. J'ai entendu ses pas s'éloigner. Je l'ai entendu lui dire que j'avais enfin appris ma leçon. Et puis le silence. Un silence si lourd qu'il faisait plus mal que mon bras. Je suis assise par terre dans cette pièce sombre qui sent l'eau de javel et l'humidité. Mon bras gauche pend inutilement à mon côté, enflé, lancinant. Chaque battement de mon cœur envoie une vague de douleur jusqu'à mon épaule. Ma blouse est tachée de sueur et de larmes. Dehors, j'entends des rires. Des rires dans ma propre maison, le jour de mon anniversaire. Comme si rien ne s'était passé. Comme si leur mère n'était pas enfermée comme un animal. Il y a 4 heures, nous étions tous assis à la table de la salle à manger. J'avais fait mon propre gâteau, décoré ma propre table parce que personne d'autre ne l'aurait fait. Brenda, ma voisine, est venue avec des fleurs et un câlin sincère. C'était la seule. Robert est arrivé en retard avec cette femme. Ils ne m'ont même pas souhaité un joyeux anniversaire. Ils se sont assis, ont mangé et ont parlé entre eux comme si je n'existais pas. Et puis j'ai vu quelque chose que je soupçonnais depuis des semaines. Je l'ai vu mettre la main dans mon sac à main, qui était accroché au dos de ma chaise. Je l'ai vu sortir mon portefeuille. Je l'ai vu en retirer des billets et les glisser dans son propre sac avec un calme terrifiant. Je me suis levé si vite que j'ai renversé ma chaise. Je lui ai crié dessus. Je l'ai traitée de voleuse. Je lui ai dit qu'elle me volait depuis des mois, que je n'étais pas stupide, que j'avais vu les retraits sur mon compte en banque, que j'avais trouvé mes bijoux dans sa chambre. Elle s'est levée, m'a regardé avec ses yeux vides et m'a dit que j'étais folle, que j'étais une vieille femme paranoïaque, que personne ne me croirait. Robert s'est levé aussi. Mais il ne m'a pas défendu. Il m'a regardé avec dégoût, avec un mépris qui m'a glacé le sang. Et il l'a cru. Il l'a cru, elle, et pas sa propre mère. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Je me suis approché d'elle, j'ai posé ma main sur sa poitrine et je l'ai poussée. Ce n'était pas fort. Je l'ai à peine fait bouger, mais elle est tombée en arrière comme si je l'avais frappée de toutes mes forces, a trébuché sur la chaise et est tombée par terre en hurlant. C'était du théâtre, du pur théâtre. Mais Robert ne l'a pas vu de cette façon. Robert a vu sa mère agresser sa femme, puis il s'est dirigé vers moi avec une fureur que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Il m'a attrapé le bras. J'ai essayé de me dégager. Je lui ai dit qu'il me faisait mal. Je l'ai supplié, mais il a resserré sa prise et a commencé à me tordre le bras derrière le dos. J'ai senti l'os résister. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Et puis est venue la douleur. Une douleur blanche et aveuglante qui m'a fait crier jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle. Il m'a traîné dans le couloir pendant que je pleurais, pendant que je le suppliais d'arrêter. Brenda a crié depuis l'entrée qu'elle appellerait la police. Mais Robert ne s'est pas arrêté. Il m'a poussé ici, dans cette pièce sans fenêtre, et a fermé la porte. J'ai entendu la clé tourner. J'ai entendu sa voix de l'autre côté. Calme, froide, prononçant les mots que je n'oublierai jamais. Apprends à rester à ta place, maman. Ce n'est plus toi qui commandes dans cette maison. C'est moi. Et si jamais tu touches à nouveau ma femme, ce sera bien pire pour toi. J'ai frappé à la porte avec ma main valide. J'ai crié pour qu'il me laisse sortir, que j'avais besoin d'un médecin, que je mourais de douleur. Il n'a pas répondu. Il est juste parti. Et je suis resté là, affalé contre le mur, berçant mon bras cassé, sentant l'enflure augmenter, sentant mes doigts s'engourdir. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Cela pourrait être 1 heure. Cela pourrait être 3. C'est difficile à dire dans l'obscurité. La douleur a changé. Elle n'est plus aiguë. Maintenant, elle est profonde, constante, comme un animal qui me ronge de l'intérieur. Je pense à la façon dont je suis arrivé ici. Je pense à la femme que j'étais il y a 30 ans, quand Robert était un garçon et que je faisais des doubles journées à l'usine de textile pour qu'il ne manque de rien. Je pense aux nuits que j'ai passées éveillé à coudre les uniformes des autres pour payer son école privée.
Je pense à la façon dont j'ai vendu les quelques bijoux de ma mère que j'avais pour lui acheter son premier ordinateur. J'ai tout donné. Tout. Et maintenant, je suis ici, enfermé comme un chien avec le bras cassé par sa main. Mais ensuite, je me souviens de quelque chose. Je me souviens que ce matin, avant qu'il n'arrive, j'ai mis mon téléphone portable dans la poche secrète de mon tablier. Ce vieux tablier que j'utilise pour cuisiner, celui avec une poche intérieure que j'ai cousu moi-même il y a des années. Ma main tremblante atteint la poche. Et le voilà, le téléphone, petit, et raflé, avec l'écran à moitié cassé. Mais il est là. Je le sors avec précaution, en utilisant que ma main droite car ma gauche ne répond plus. La lumière de l'écran m'aveugle un instant dans l'obscurité. J'ai du réseau. J'ai de la batterie. Je pourrais appeler la police. Je pourrais appeler Brenda. Je pourrais appeler une ambulance. Mais je ne le fais pas. Parce que maintenant, avec le bras brisé, le cœur brisé, la dignité bafouée, je ne veux pas d'aide. Je veux la justice. Et je sais exactement qui appeler. Je cherche dans mes contacts un nom que je n'ai pas composé depuis 15 ans. Un nom que j'ai gardé tout ce temps sans savoir pourquoi. Richard Harris, mon avocat. Mais pas n'importe quel avocat. Richard est l'homme qui m'a aidé quand mon mari est mort et que sa famille de vautours a essayé de tout me prendre. C'est l'homme qui s'est battu pour chaque centime, chaque propriété, chaque droit auquel j'avais droit. C'est l'homme qui m'a dit il y a 15 ans, Marie, si jamais tu as besoin de quelqu'un pour faire disparaître un problème, tu m'appelles, peu importe le temps qui a passé. Mes doigts tremblent sur l'écran. Je compose le numéro. Il sonne une fois, 2 fois. À la 3e sonnerie, il répond. Sa voix est exactement comme je m'en souvenais. Profonde, calme, avec ce ton d'un homme qui en a trop vu. Marie, dit-il sans demander comment je vais, sans surprise dans la voix, comme s'il avait attendu cet appel pendant 15 ans. Richard, lui dis-je, et ma voix semble brisée, petite, mais ferme. J'ai besoin que tu viennes. Mon fils m'a cassé le bras. Il m'a enfermé. Lui et sa femme me volent tout. Et je ne veux plus pardonner. Je ne veux plus être la bonne mère. Je veux qu'ils paient pour chaque chose qu'ils m'ont faite. Il y a un silence à l'autre bout du fil. Puis je l'entends prendre une profonde inspiration. Donne-moi l'adresse, dit-il. Et Marie, je veux que tu m'écoutes attentivement. Ne laisse pas ces ingrats partir sans payer pour tout. Je raccroche le téléphone. Je reste assise sur le sol sombre, berçant mon bras cassé, sentant quelque chose changer en moi. Je ne suis plus la mère suppliante. Je ne suis plus la vieille femme qui pleure. Je suis la femme qui a bâti un empire à partir de rien. Je suis la femme qui a survécu à la pauvreté, au veuvage et à la trahison. Et maintenant, je suis la femme qui va encaisser le paiement pour chaque larme, chaque coup, chaque humiliation. Les rires continuent dehors, mais très bientôt, ces rires se transformeront en autre chose. La petite pièce sent les vieux produits de nettoyage et l'humidité. Il y a une fuite quelque part que je ne peux pas voir car toutes les quelques secondes, j'entends une goutte tomber sur le sol en ciment. Ploc, 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 comme une horloge marquant le temps de mon humiliation. Mes yeux se sont habitués à l'obscurité et je peux distinguer les formes floues des balais appuyés contre le mur, des seaux empilés dans le coin, des bouteilles d'eau de Javel alignées sur l'étagère. Ce placard où je garde les produits de nettoyage est devenu ma cellule dans ma propre maison. La maison que j'ai achetée avec l'argent de l'assurance vie de mon mari. La maison pour laquelle je me suis battu au tribunal pendant 2 ans contre ses frères et sœurs qui voulaient nous mettre, Robert et moi, à la rue. Mon bras palpite d'une douleur sourde qui monte jusqu'à mon cou. Il est chaud, enflé. Quand j'essaie de bouger mes doigts, ils répondent à peine, comme s'ils n'étaient plus les miens. Je sais qu'il est cassé. Je sais que j'ai besoin d'un médecin. Mais plus que ça, j'ai besoin que Richard arrive. J'ai besoin qu'il voie ce qu'ils m'ont fait. J'ai besoin de témoins de cette injustice avant que Robert n'invente une histoire. Avant que cette femme n'empoisonne complètement son esprit. Je m'appuie contre le mur froid, essayant de trouver une position où la douleur est plus supportable. Il n'y en a aucune. Chaque mouvement envoie des vagues d'agonie à travers mon corps. Je ferme les yeux et j'essaie de respirer lentement comme on m'a appris dans ces cours de yoga pour seniors où j'allais avant qu'elle n'entre dans nos vies, avant que tout ne change. Je pense aux signes, à tous ces petits signes que j'ai vus et ignorés parce que je ne voulais pas croire ce qu'ils me disaient. Le premier, c'était il y a 2 ans, quand Robert est rentré à la maison avec elle à son bras.
Naomi, c'était son nom. Un joli nom pour un serpent. Elle avait 32 ans, 15 ans de moins que mon fils, blonde décolorée, des ongles longs et toujours parfaits, des vêtements chers qui ne correspondaient pas au salaire qu'elle prétendait avoir en tant que secrétaire. Elle m'a souri de toutes ses dents quand Robert me l'a présentée, mais ses yeux étaient calculateurs, mesurant, évaluant ce qu'elle pouvait obtenir de moi. Au début, c'était des commentaires subtils sur la grandeur de la maison pour une seule personne. Des questions sur mes finances qu'elle déguisait en inquiétude. « Marie, disait-elle, êtes-vous sûre de pouvoir entretenir cette maison seule? Les impôts fonciers doivent être super chers. Robert et moi pourrions vous aider si nous emménagions avec vous. » Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'aide, que je gérais parfaitement bien mes affaires. Mais Robert a insisté. Il m'a dit que c'était pour le mieux. Que ainsi, il pourrait prendre soin de moi maintenant que j'étais plus âgé. Plus âgé. Comme si 70 ans signifiait que je ne pouvais plus penser par moi-même. Ils ont emménagé il y a 1 an et demi. Ils ont apporté leurs affaires un samedi matin dans un camion de location. Je leur ai donné les 2 chambres à l'étage, les plus grandes, celle avec salle de bain privée. J'ai gardé ma chambre habituelle au rez-de-chaussée. Je pensais que ce serait bien d'avoir de la compagnie. Je pensais que je rencontrerais un jour mes petits-enfants, que j'aurais de nouveau une vraie famille. Comme j'étais stupide. Les premiers mois ont été tolérables. Naomi cuisinait de temps en temps, bien qu'elle se plaigne toujours que mes casseroles étaient trop vieilles, que ma cuisinière ne fonctionnait pas, que nous avions besoin de nouveaux appareils. Robert a commencé à rentrer tard du travail, s'enfermant dans leur chambre avec elle, me parlant moins. Mais je pensais que c'était normal, que c'était la vie de couple, que je devais leur laisser de l'espace. Puis des choses ont commencé à disparaître. D'abord, ce fut la broche en argent qui avait appartenu à ma grand-mère. J'ai fouillé toute la maison, pensant que je l'avais égarée. Elle n'est jamais réapparue. Puis ce fut un billet de $50 que j'avais glissé dans ma Bible. Après ça, $100 de mon sac à main. De petites sommes qui me faisaient douter de moi-même. Qui me faisaient penser que je perdais peut-être la mémoire, comme Naomi le suggérait de plus en plus souvent devant Robert. Un jour, j'ai trouvé ma boîte à bijoux ouverte dans ma chambre. Les boucles d'oreilles en or que mon mari m'avait offertes pour notre 20e anniversaire manquaient. La chaîne en or que j'avais achetée avec mon premier salaire avait disparu. Je suis allé directement confronter Naomi. Elle était dans la cuisine en train de boire un café, calme, comme si de rien n'était. Je lui ai demandé si elle avait vu mes bijoux. Elle m'a regardé avec ce visage d'innocence parfaitement joué et a dit non. Que je les avais probablement vendus moi-même et que j'avais oublié. Que sa grand-mère faisait la même chose. Que cela faisait partie du vieillissement. J'ai mordu ma langue. Je n'ai rien dit d'autre. Mais cette nuit-là, quand ils sont sortis, je suis entré dans leur chambre et ils étaient là, sur sa commode. Mes boucles d'oreilles, ma chaîne. Il y avait même d'autres choses dont je n'avais pas réalisé la disparition. Une petite bague de ma mère, un bracelet que je portais rarement. Je les ai tous pris et je les ai cachés dans un nouvel endroit, dans une boîte à chaussures au fond de mon placard, sous de vieilles couvertures. Mais je n'ai rien dit à Robert. J'aurais dû. J'aurais dû appeler la police ce jour-là. Il y a 6 mois, j'ai remarqué quelque chose de pire. Mes relevés bancaires montraient des retraits que je n'avais pas faits. $300 ici, $500 là. De petites sommes qui s'additionnaient à des milliers. Je suis allé à la banque. Ils m'ont dit que les retraits avaient été faits avec ma carte et mon code PIN, mais je n'avais fait aucun retrait. Je n'utilisais jamais la carte. Je retire toujours de l'argent en personne, au guichet. Je leur ai demandé s'ils avaient des caméras. Ils m'ont montré la vidéo. C'était Naomi qui utilisait ma carte au distributeur automatique comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai changé mon code PIN cet après-midi-là. En rentrant à la maison, j'ai demandé à Robert de parler seul. Je lui ai montré les relevés bancaires. Je lui ai montré la photo que la banque m'avait donnée de Naomi au distributeur. Je lui ai dit que sa femme me volait. Je m'attendais à ce qu'il soit en colère. Je m'attendais à ce qu'il la confronte. Je m'attendais à ce qu'il me défende, mais il n'a rien fait de tout ça. Il s'est levé, m'a arraché les papiers des mains, les a déchirés en morceaux et m'a dit que j'étais folle, que Naomi ne ferait jamais ça, que je lui avais probablement donné la carte et que j'avais oublié, que je devais arrêter d'inventer des histoires pour causer des problèmes dans leur mariage. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes.
Mon fils ne me croyait pas. Mon propre fils a choisi une voleuse plutôt que sa mère, et je suis restée silencieuse à nouveau parce que j'avais peur. Peur d'être expulsée de ma propre maison, peur d'être seule, peur d'admettre que j'avais perdu mon fils pour toujours. J'entends des pas à l'étage, des voix étouffées, des rires. Ils font la fête. Ils sont dans mon salon, mangeant ma nourriture, dans ma maison, pendant que je suis ici en bas avec un bras cassé. Le téléphone est toujours dans ma main. L'écran s'est éteint, mais je le tiens comme une bouée de sauvetage. Richard a dit qu'il viendrait. Je ne sais pas combien de temps il mettra. Je ne sais pas ce qu'il fera quand il arrivera, mais je sais que pour la première fois en 2 ans, quelqu'un va être de mon côté. Quelqu'un va me croire. Quelqu'un va mettre fin à tout ça. Dehors, j'entends un moteur, une voiture qui se gare devant la maison. Mon cœur bat plus vite. Ce pourrait être lui. Ce pourrait être Richard. Je me lève du mieux que je peux, endurant la douleur qui me traverse le bras. Je me lève, m'appuyant contre le mur. Je suis prête. Prête à ce que cela se termine, prête à ce que la justice commence. Tout a commencé le jour où Robert m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un de spécial. C'était il y a 3 ans, un de ces dimanches tranquilles où je préparais le déjeuner et il venait me rendre visite comme chaque week-end. Il est arrivé avec ce sourire que je n'avais pas vu sur son visage depuis son adolescence. Un sourire qui m'a rendue heureuse pour lui, car après le divorce d'avec sa première femme, il avait été si triste, si perdu. Il m'a serré dans ses bras à la porte et m'a dit « Maman, j'ai rencontré une femme incroyable. Elle s'appelle Naomi. Je veux que tu la rencontres. » Je me suis réjoui. Bien sûr que si. Mon fils souriait à nouveau. Mon fils avait trouvé quelqu'un qui le rendait heureux. Je lui ai tout demandé. Comment ils s'étaient rencontrés, ce qu'elle faisait dans la vie, depuis combien de temps ils sortaient ensemble. Il m'a raconté qu'ils s'étaient rencontrés dans un bar près de son bureau, qu'elle travaillait comme secrétaire pour une société d'importation, qu'elle était amusante, intelligente, qu'elle le faisait se sentir jeune à nouveau. Il n'a pas mentionné qu'elle avait 15 ans de moins que lui. Je l'apprendrai plus tard. Il l'a amenée à la maison 2 semaines plus tard. J'avais cuisiné toute la journée. J'ai fait de la dinde et de la purée de pommes de terre comme Robert les aime, un gratin de haricots verts et une tarte aux pommes. J'ai mis une belle table avec la nappe en dentelle qui avait appartenu à ma belle-mère et j'ai sorti la belle vaisselle que je n'utilisais presque jamais. Je voulais faire bonne impression. Je voulais qu'elle voie qu'il venait d'une famille décente et travailleuse avec des valeurs. Quand ils sont arrivés, la première chose que j'ai remarquée, ce sont ses vêtements. Naomi portait une robe blanche moulante, des talons vertigineux, un sac de créateur que je savais coûter plus de $1000 parce que je l'avais vu dans un magazine. Pour une secrétaire, elle s'habillait très bien, trop bien. Mais je me suis dit que je ne devais pas juger, qu'elle avait peut-être économisé pour s'acheter de belles choses, que ce n'était pas mes affaires. Elle m'a salué avec une étreinte qui sentait le parfum cher. Madame Marie, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Robert parle de vous tout le temps. Sa voix était douce, mielleuse, parfaitement modulée. Ses ongles étaient longs et peints en rouge vif. Quand elle m'a lâché, j'ai vu comment ses yeux balayaient le salon. Elle ne me regardait pas. Elle évaluait la maison, les meubles, les tableaux au mur, la taille des pièces qu'elle pouvait voir de l'entrée. Pendant le repas, elle a beaucoup parlé, trop. Elle m'a raconté qu'elle venait d'une petite ville du Midwest, qu'elle était venue en ville pour chercher de meilleures opportunités, que sa famille était humble mais honnête. Tout semblait répété, comme un discours qu'elle avait pratiqué devant le miroir. Robert la regardait, épris, suspendu à ses lèvres, hochant la tête comme un imbécile amoureux. J'ai essayé de poser des questions. Je lui ai posé des questions sur son travail, sur ses projets d'avenir, sur ce qu'elle cherchait dans une relation. Ses réponses étaient vagues, générales, pleines de clichés. Après avoir mangé, alors que je débarrassais la table, j'ai entendu Naomi dire à Robert à voix basse, « Ta mère vit seule dans cette immense maison. Elle doit se sentir très seule, et c'est dangereux pour une femme de son âge de vivre sans compagnie. Il pourrait lui arriver n'importe quoi. » Robert a répondu quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais le ton était inquiet. Elle plantait des graines. Dès le premier jour, elle plantait les graines de ce qui allait arriver plus tard. Les visites sont devenues plus fréquentes. Robert a commencé à l'amener chaque week-end. Ils arrivaient toujours les mains vides. Elle n'apportait jamais une bouteille de vin ou un dessert. Rien.
Mais je cuisinais quand même pour eux. Je les accueillais à bras ouverts parce que je voulais que mon fils soit heureux. Je voulais croire que cette femme était bonne pour lui. Naomi a commencé à faire des commentaires sur la maison, que les murs avaient besoin d'être peints, que les meubles étaient trop vieux, que le jardin était négligé. Elle le disait toujours avec le sourire, comme si elle essayait d'aider. Mais je sentais le poison derrière chaque mot. Et Robert a commencé à répéter ces choses. Maman, Naomi a raison. Tu devrais moderniser un peu la maison. Je peux t'aider à chercher des peintres. Je lui ai dit que je n'avais pas l'argent pour ça, que la maison était bien comme elle était, mais il a insisté. Un jour, ils sont arrivés sans prévenir. C'était un mardi après-midi, et j'étais dans le jardin en train de tailler les rosiers. J'ai entendu la sonnette et je suis allé ouvrir avec les mains encore sales de terre. C'était Robert et il était avec Naomi. J'ai été surprise de les voir car ils ne venaient jamais en semaine. « Maman, nous devons te parler », a-t-il dit avec un sérieux qui m'a rendu nerveuse. Nous sommes entrés dans le salon et nous nous sommes assis. Naomi a pris la main de Robert comme pour chercher du soutien. « Maman », a dit Robert. « Nous allons nous marier. » J'ai crié de joie. Je me suis levé pour le serrer dans mes bras. J'étais vraiment excité. J'allais avoir une belle fille. Peut-être que j'aurai bientôt des petits-enfants. Peut-être que j'aurai de nouveau une famille complète. Comme j'étais naïve. Comme j'étais aveugle. Mais Robert n'avait pas fini. Et nous avons pensé, a-t-il poursuivi en regardant Naomi avant de me regarder à nouveau, qu'après le mariage, nous aimerions emménager avec toi. Cette maison est trop grande pour toi toute seule. Nous pourrions t'aider avec les dépenses, avec l'entretien, et tu aurais de la compagnie. Ce serait bien pour tout le monde. Quelque chose dans mon estomac s'est tordu. Quelque chose me disait que c'était une mauvaise idée. Mais j'ai regardé mon fils, j'ai vu l'espoir dans ses yeux, et je n'ai pas pu lui dire non. C'était mon fils unique, ma seule famille. Si cela le rendait heureux, je devais l'accepter. Bien sûr, fils, ai-je dit. Ce sera toujours ta maison. Vous pouvez emménager quand vous voulez. Naomi a souri. C'était un sourire rapide et triomphant qui a disparu de son visage si vite que j'ai presque cru l'avoir imaginé, mais je l'ai vu. J'ai vu comment elle a serré la main de Robert. J'ai vu comment ses yeux brillaient de quelque chose qui n'était pas de l'amour. C'était la victoire. Ils se sont mariés 3 mois plus tard lors d'un petit mariage que j'ai payé. Naomi voulait quelque chose de grand, d'élégant, dans un hôtel de luxe. Mais Robert m'a demandé de les aider financièrement parce qu'il n'avait pas assez d'économies. J'ai retiré $8 000 de mon compte d'épargne. De l'argent que j'avais économisé pour les urgences. J'ai payé la salle, la nourriture, le photographe, même sa robe, qui coûtait $2 000. Naomi l'a choisi sans me demander si je pouvais me le permettre. Elle l'a simplement acheté et m'a remis la facture. Le jour du mariage, elle était radieuse. J'étais assise au premier rang, regardant mon fils se marier, ressentant ce mélange de bonheur et de mélancolie que toutes les mères ressentent. Mais je ressentais aussi autre chose, une inquiétude que je ne pouvais pas expliquer. Pendant la cérémonie, lorsque l'officiant a demandé si quelqu'un s'opposait au mariage, pendant une seconde, j'ai pensé à me lever, à dire oui, que je m'opposais, que quelque chose chez cette femme n'allait pas, mais je suis restée silencieuse. J'ai ravalé mes doutes et j'ai scellé mon propre destin. Ils ont emménagé 2 semaines après le mariage. Ils sont arrivés avec des boîtes et encore des boîtes de choses, de vêtements, de chaussures, de nouveaux meubles qu'ils ont achetés sans me le demander. Naomi a complètement redécoré les chambres du 2e étage. Elle a jeté mes rideaux et en a mis de nouveaux. Elle a changé les tableaux sur les murs. Elle a déplacé les meubles. Elle a transformé la salle de couture où je passais mes après-midi en son dressing. Je n'ai rien dit. J'ai pensé qu'elle avait le droit de rendre son espace confortable. Les premiers mois ont été étranges. J'ai essayé de leur donner de l'intimité, mais la maison ne semblait jamais assez grande pour nous 3. Naomi avait des règles. Elle ne voulait pas que j'entre dans leur zone au 2e étage sans frapper d'abord. Elle ne voulait pas que j'utilise certains fauteuils du salon car c'était ses préférés. Elle a commencé à cuisiner certains soirs, et quand j'ai essayé de l'aider, elle m'a dit qu'elle préférait le faire seule, que je ne faisais que gêner dans la cuisine. Ma cuisine, la cuisine où j'avais préparé des repas pendant 40 ans. Robert a changé. Petit à petit, il a cessé d'être le fils que je connaissais.
Il a cessé de me serrer dans ses bras quand il rentrait du travail. Il a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Quand j'essayais de lui parler, il regardait Naomi comme pour lui demander la permission de me répondre. Elle était toujours là entre nous, comme un mur invisible qui grandissait chaque jour. Et puis les vols ont commencé. Le premier vol que j'ai pu confirmer, c'est ma bague de fiançailles. Je la gardais dans une petite boîte en velours rouge à l'intérieur du tiroir supérieur de ma commode. C'était la seule chose qu'il me restait de mon mari, à part les souvenirs. Une simple bague en or blanc avec un petit diamant qu'il avait acheté avec 3 mois de salaire. Elle ne valait pas une fortune, peut-être environ $1500, mais pour moi, elle était inestimable. Un matin, je suis allé la chercher parce que je voulais la nettoyer, la rendre jolie, me souvenir des temps meilleurs. La boîte était toujours là, mais elle était vide. J'ai fouillé toute ma chambre, pensant que je l'avais peut-être mise ailleurs et que j'avais oublié. J'ai vérifié chaque tiroir, chaque poche de mes vêtements, sous le lit, à l'intérieur de mes chaussures. Rien. Je suis monté au 2e étage et j'ai frappé à la porte de leur chambre. Naomi a ouvert, vêtue d'un peignoir en soie qui coûtait probablement plus cher que ma facture mensuelle d'électricité. Elle m'a regardé, agacée, comme si je l'avais interrompue dans quelque chose d'important. Je lui ai demandé si elle avait vu ma bague. Elle a dit non avec un air d'innocence parfaite. Puis elle a ajouté, « Madame Marie, vous savez qu'à votre âge, il est normal de commencer à oublier où l'on met les choses. Ma grand-mère était pareille. Vous l'avez probablement mise quelque part et vous ne vous en souvenez plus. » Ces maudits mots qu'elle répéterait encore et encore pendant les mois suivants. Chaque fois que quelque chose disparaissait. Chaque fois que je me plaignais, elle me rappelait mon âge, elle me faisait sentir comme si je perdais la tête, comme si j'étais une vieille femme sénile qui ne pouvait plus faire confiance à sa propre mémoire. Et le pire, c'est que j'ai commencé à la croire. J'ai commencé à douter de moi. Mais les vols ont continué. 2 semaines plus tard, $300 que j'avais économisés dans une enveloppe à l'intérieur de ma Bible manquaient. De l'argent que j'économisais pour réparer la fuite du toit. J'ai de nouveau confronté Naomi. Encore une fois, elle m'a dit que j'avais probablement dépensé cet argent et que j'avais oublié. Pourquoi l'ai-je dépensé, lui ai-je demandé. Je ne suis pas sorti de la maison depuis des jours. Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas, Madame Marie. Peut-être que vous l'avez donné à quelqu'un. Peut-être que vous l'avez caché ailleurs. Parfois, les personnes âgées font ces choses sans s'en rendre compte. Je suis allé voir Robert. Je lui ai parlé de l'argent. Je lui ai parlé de la bague. Je l'ai supplié de parler à sa femme, que quelque chose d'étrange se passait. Il a soupiré comme si j'étais un lourd fardeau qu'il devait tolérer. Maman, Naomi ne te vole pas. Elle a son propre argent. Elle n'a pas besoin du tien. Tu l'as probablement perdu et tu ne veux pas l'admettre. Tu cherches quelqu'un à blâmer. Ces mots m'ont fait plus mal que n'importe quel vol. Mon propre fils ne me croyait pas. Mon propre fils me traitait comme une menteuse. J'ai décidé d'être plus prudente. J'ai commencé à garder mon argent dans différents endroits, à l'intérieur de vieux livres, dans des boîtes à chaussures au fond du placard, dans la poche de manteau que je ne portais plus. Mais rien n'a fonctionné. Elle trouvait toujours tout. C'était comme si elle avait un radar pour détecter où je cachais mes affaires. J'ai perdu encore $500, puis $200, puis $700. En 6 mois, elle avait volé plus de $3000 en espèces. Mais l'argent n'était pas la seule chose. Mes bijoux disparaissaient un par un. Les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait données avant de mourir, un bracelet en or que j'avais acheté avec mon premier salaire quand j'ai commencé à travailler à l'usine, une broche antique qui avait appartenu à ma grand-mère. Chaque pièce était une partie de mon histoire, de ma vie, et elle les effaçait. Un jour, j'ai décidé d'entrer dans sa chambre quand il n'était pas à la maison. Je sais que c'était mal. Je sais que j'ai envahi leur intimité, mais je n'en pouvais plus. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de savoir que je n'étais pas folle. J'ai attendu que Robert parte au travail et que Naomi aille au salon. Je suis monté les escaliers le cœur battant si fort que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. J'ai ouvert la porte de leur chambre. Elle était impeccablement rangée. Le lit parfaitement fait. Pas un seul vêtement qui traîne. Tout sentait ce parfum sucré écœurant qu'elle utilisait et qui me donnait mal à la tête. J'ai commencé à chercher. J'ai ouvert les tiroirs avec précaution, en essayant de tout laisser tel quel.
J'ai vérifié son placard plein de vêtements chers, de chaussures de créateur, de sacs à main de marque. Trop de choses pour une secrétaire. Au fond du placard, sous une pile de pulls, j'ai trouvé une boîte en bois. Je l'ai sortie. Elle était verrouillée. J'ai cherché la clé dans les tiroirs voisins. Je l'ai trouvée cachée à l'intérieur d'une chaussette. J'ai ouvert la boîte avec des mains tremblantes, et tout était là. Ma bague de fiançailles, les boucles d'oreilles de ma mère, le bracelet en or, la broche de ma grand-mère, tous mes bijoux qui avaient disparu au cours des derniers mois. Mais il y en avait plus. Il y avait des bijoux que je n'avais jamais vus. Des bagues chères, des colliers en or, des montres pour hommes qui semblaient de valeur. Où avait-elle eu tout ça? Combien d'autres personnes avait-elle volé? J'ai aussi trouvé des documents, des relevés bancaires à son nom qui montraient de gros dépôts. 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $. D'où venait tout cet argent? Il y avait des reçus de prêteurs sur gage. Elle avait vendu des bijoux, pas les miens, heureusement, mais d'autres pièces. C'était professionnel. C'était une voleuse professionnelle, et mon fils l'avait épousée sans rien savoir. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone portable, des photos de mes bijoux dans sa boîte, des photos des documents, des photos des reçus. J'ai tout remis en place et j'ai quitté la pièce. Je suis descendu dans ma chambre et je me suis assise sur le lit, essayant de digérer ce que j'avais découvert. J'avais des preuves. J'avais enfin la preuve que je n'étais pas folle, qu'elle me volait vraiment. Quand Robert est arrivé ce soir-là, je l'ai attendu dans le salon. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit où j'avais trouvé mes affaires. Je m'attendais à ce qu'il soit en colère contre elle. Je m'attendais à ce qu'il la confronte. Je m'attendais à ce qu'il me croie enfin. Mais sa réaction a été tout le contraire. Il est devenu furieux contre moi. Il m'a crié dessus pour avoir osé entrer dans sa chambre sans permission. Que j'avais violé leur intimité, que ces bijoux étaient probablement à Naomi, et que je voulais juste causer des problèmes. Il m'a arraché le téléphone des mains et a supprimé toutes les photos devant moi. Je ne veux plus entendre ces accusations ridicules, m'a-t-il dit d'une voix froide que je ne lui reconnaissais pas, Naomi est ma femme. Si tu continues à l'attaquer, tu devras trouver un autre endroit où vivre. Ces mots m'ont brisé le cœur. Mon fils menaçait de me mettre à la porte de ma propre maison, la maison que j'avais achetée, la maison pour laquelle je m'étais battu au tribunal, tout ça parce que j'osais dire la vérité sur sa femme. Cette nuit-là, Naomi n'est pas descendue pour le dîner. Elle est restée à l'étage, dans sa chambre. Mais le lendemain, quand Robert est parti au travail, elle est descendue dans la cuisine où je prenais mon café. Elle s'est assise en face de moi avec un sourire qui m'a glacé le sang. « Madame Marie » a-t-elle dit d'une voix douce, presque mielleuse. « J'espère que nous avons appris notre leçon. C'est ma maison maintenant. Robert est mon mari. Il me croit, pas vous. Alors, je vous suggère d'arrêter d'inventer des histoires si vous voulez continuer à vivre sous ce toit. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais perdu, qu'elle avait gagné, que mon fils avait choisi de croire une voleuse avant sa propre mère. Je me suis levé de table et je suis allé dans ma chambre. J'ai pleuré pendant des heures, mais les larmes n'ont rien changé. Les vols sont devenus plus effrontés après ça. Elle ne se donnait plus la peine d'être subtile. Un jour, j'ai trouvé mon chéquier dans son sac à main quand elle l'a fait tomber dans le salon. Il y avait 3 chèques signés de ma main, des chèques que je n'avais jamais signés. Elle avait falsifié ma signature. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit que je les lui avais donnés et que j'avais oublié, qu'elle avait des reçus si je voulais les voir. Elle n'avait pas de reçus. Mais Robert l'a cru quand même. J'ai vérifié mon compte en banque et j'ai découvert qu'il manquait plus de 15 000 $. Des retraits que je n'avais pas faits, des chèques que je n'avais pas signés. Je suis allé à la banque et j'ai essayé de le signaler comme une fraude, mais le directeur m'a dit que j'avais besoin d'un rapport de police. Et si je déposais un rapport de police contre Naomi, Robert ne me le pardonnerait jamais. Je serais complètement seul. Puis elle a commencé quelque chose de pire. Elle a commencé à me contrôler. Elle me disait à quelles heures je pouvais utiliser la cuisine. Elle m'a interdit d'avoir des visiteurs sans lui en parler d'abord. Quand Brenda, ma voisine, est venue me rendre visite, Naomi restait dans le salon, écoutant toute notre conversation, faisant des commentaires désagréables jusqu'à ce que Brenda parte. Une fois, elle m'a dit « Madame Marie,
Je pense que ce serait mieux si vos amis ne venaient pas si souvent. Cela perturbe notre paix familiale. J'ai arrêté d'inviter Brenda. J'ai arrêté de sortir. Je suis resté dans ma chambre la plupart de la journée. Je me sentais comme une prisonnière dans ma propre maison. Robert ne me parlait presque plus. Quand il rentrait du travail, il montait directement au 2e étage. Nous ne mangions plus ensemble. Je cuisinais pour moi et je mangeais dans ma chambre. Il commandait à emporter et mangeait à l'étage. C'était comme si je n'existais pas. 6 mois ont passé comme ça. 6 mois où je suis devenu une ombre dans ma propre maison. Je me levais tôt, avant eux, pour utiliser la cuisine sans déranger personne. Je me faisais mon café en silence, je mangeais quelque chose rapidement et je m'enfermais dans ma chambre pour le reste de la journée. J'entendais leurs pas à l'étage, leurs rires, leurs conversations qui ne m'incluaient jamais. C'était comme vivre dans un hôtel où je n'étais pas la bienvenue. Brenda était toujours mon seul contact avec le monde extérieur. Parfois, nous nous retrouvions dans le jardin quand Naomi ne regardait pas. Brenda m'apportait des biscuits, me racontait les potins du quartier, essayait de me remonter le moral. Mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. J'étais devenue plus mince, plus silencieuse, plus triste. « Marie, disait-elle, ce n'est pas bien. Cette femme te détruit. Tu dois faire quelque chose. » Mais que pouvais-je faire? C'était ma parole contre la sienne. Et Robert la croirait toujours. J'avais perdu mon fils. Je l'avais complètement perdu. Le garçon que j'ai élevé, celui que j'ai nourri, celui que j'ai protégé toute son enfance, n'existait plus. À sa place, il y avait un homme qui me voyait comme un problème, comme un obstacle, comme quelque chose dont il devait se débarrasser. Puis est arrivé mon 71e anniversaire. Je n'attendais rien. Je n'attendais pas de célébration, ni de cadeaux, ni d'attention. Je voulais juste que la journée se passe sans incident, mais Brenda a insisté pour venir me rendre visite. Elle est arrivée à 14h avec un bouquet de fleurs de son jardin et une étreinte serrée. « Joyeux anniversaire, mon ami », a-t-elle dit avec tant d'affection que mes yeux se sont remplis de larmes. Nous étions dans le salon quand Robert et Naomi sont arrivés. J'ai été surprise de les voir car il était tôt, à peine 15h, et Robert ne quittait jamais le travail si tôt. Naomi a apporté un sac d'une pâtisserie chère. Elle a sorti un gâteau petit, presque ridicule, avec une seule bougie au centre. « Joyeux anniversaire, belle-mère », a-t-elle dit avec ce faux sourire que je connaissais si bien. Robert ne m'a même pas serré dans ses bras. Il a juste dit « Joyeux anniversaire, maman », sans me regarder dans les yeux. J'ai soufflé la bougie parce que Brenda était là et que je ne voulais pas faire de scène. Nous avons coupé le gâteau. Brenda a essayé de faire la conversation, mais l'atmosphère était tendue. Naomi n'arrêtait pas de regarder son téléphone, l'air ennuyé. Robert a mangé sa part de gâteau en 3 bouchées et a dit qu'il devait passer des appels professionnels. Brenda est restée un peu plus longtemps puis est partie, non sans me murmurer « Appelle-moi si tu as besoin de moi ». Quand Brenda est partie, la maison est tombée dans le silence. Je ramassais les assiettes sales du salon quand j'ai vu quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. J'ai vu Naomi mettre la main dans mon sac à main qui était accroché au dos de la chaise de la salle à manger. Je l'ai vu sortir mon portefeuille. Je l'ai vu l'ouvrir et en retirer plusieurs billets comme si de rien n'était. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Comme si cet argent était à elle. Quelque chose en moi a craqué. Quelque chose que je retenais depuis des mois, des années, a finalement explosé. J'ai laissé tomber les assiettes que je tenais. Le bruit a fait se retourner Naomi. Nos regards se sont croisés. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle m'a juste regardé avec ce mépris qui avait toujours été là, sous le masque de fausse gentillesse. « Voleuse », ai-je dit. Ma voix semblait étrange, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. « Tu es une sacrée voleuse. Je t'ai vu. Je t'ai vu prendre l'argent de mon portefeuille, tout comme tu me voles depuis des mois, des années. » Naomi s'est levée lentement. Elle a mis les billets dans sa poche sans aucune honte. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Marie. Tu vois encore des choses. Tu devrais aller chez le médecin. Je pense que la démence progresse. » Je ne suis pas folle, ai-je crié. Je t'ai vu. J'ai vérifié tes affaires et j'ai trouvé mes bijoux dans ta chambre. Je sais que tu me voles. Je sais ce que tu es. Robert est descendu en courant.
Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cries-tu, maman? Ta femme est une voleuse, lui ai-je dit en désignant Naomi. Je viens de la voir voler de l'argent de mon portefeuille, et j'ai trouvé tous mes bijoux que j'avais soi-disant perdus, cachés dans sa chambre. Elle me vole depuis qu'elle est entrée dans cette maison. Robert a regardé Naomi. Elle a mis ses mains sur son visage et a commencé à pleurer. Des larmes parfaites qui coulaient sur ses joues sans abîmer son maquillage. Robert, je ne sais pas pourquoi ta mère me déteste autant. J'ai essayé d'être gentil avec elle. J'ai essayé de prendre soin d'elle, mais elle m'accuse toujours de choses horribles. Je n'en peux plus. Elle ment, ai-je crié. S'il te plaît, Robert. S'il te plaît, crois-moi. Vérifie juste sa poche. L'argent qu'elle vient de me voler est là. Robert s'est approché de Naomi et a posé une main sur son épaule. Puis-je voir ta poche, ma chérie, lui a-t-il demandé d'une voix douce. Naomi a hoché la tête, toujours en pleurant. Elle a mis la main dans sa poche et a sorti les billets. Mais en les montrant, elle a dit, c'est mon argent, Robert. L'argent que j'ai gagné cette semaine. Ta mère m'accuse de lui avoir volé son argent, mais c'est le mien. J'ai le reçu du distributeur si tu veux le voir. Bien sûr qu'elle avait un reçu. Bien sûr qu'elle avait pensé à tout. Elle avait probablement retiré de l'argent ce matin-là juste pour avoir un alibi. Elle était si calculatrice, si froide, si parfaite dans sa méchanceté. Quelque chose en moi s'est complètement brisé. J'ai vu mon fils la croire à nouveau. J'ai vu comment il l'a serré dans ses bras. J'ai vu comment il m'a regardé avec pitié et colère, et je n'ai plus pu le supporter. Je me suis approché de Naomi. J'ai posé ma main sur sa poitrine et je l'ai poussée. Ce n'était pas une poussée forte. Je l'ai à peine fait bouger, mais elle en a profité. Elle s'est laissée tomber en arrière comme si je l'avais frappée de toutes mes forces. Elle a trébuché sur la chaise qui était derrière elle. J'ai vu mon fils la croire à nouveau. J'ai vu comment il l'a serrée dans ses bras. J'ai vu comment il m'a regardé avec pitié et colère, et je n'ai plus pu le supporter. Je me suis approché de Naomi. J'ai posé ma main sur sa poitrine et je l'ai poussée. Ce n'était pas une poussée forte. Je l'ai à peine fait bouger, mais elle en a profité. Elle s'est laissée tomber en arrière comme si je l'avais frappée de toutes mes forces. Elle a trébuché sur la chaise qui était derrière elle. Elle est tombée par terre, hurlant comme si je la tuais. Elle m'a frappé, Robert. Ta mère m'a frappé, a-t-elle crié depuis le sol, se tenant le bras comme s'il était cassé. C'était tout un acte. Du pur théâtre. Mais Robert ne l'a pas vu de cette façon. Ce qui s'est passé ensuite a été si rapide que je m'en souviens à peine. Robert m'a attrapé le bras, mon bras gauche. Il a serré si fort que j'ai senti ses doigts s'enfoncer dans ma peau. Comment oses-tu frapper ma femme, m'a-t-il crié au visage. Son haleine sentait le café. Ses yeux étaient pleins de rage. Comment oses-tu? Robert, lâche-moi. Tu me fais mal, ai-je dit en essayant de me libérer. Mais il a serré plus fort. Il a commencé à me tordre le bras derrière le dos. La douleur était insupportable. Robert, arrête. Tu vas me casser le bras. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué à me tordre le bras avec cette force brutale que je n'aurais jamais imaginé qu'il utiliserait contre moi. J'ai entendu la voix de Brenda depuis la porte. Elle était revenue parce qu'elle avait oublié ses lunettes. Lâche-la. Tu vas lui faire mal, a-t-elle crié. Mais Robert n'écoutait pas. Il ne voyait pas. Il ne sentait que la rage. Et puis j'ai entendu le craquement. J'ai senti quelque chose se briser dans mon bras. La douleur m'a traversé comme un éclair blanc et aveuglant. J'ai crié. J'ai crié si fort que j'ai cru que les voisins appelleraient la police. Mais personne n'est venu. Personne, sauf Brenda, qui n'arrêtait pas de crier depuis la porte. Robert m'a lâché. Il a regardé mon bras, qui pendait à un angle étrange. J'ai vu de la peur dans ses yeux pendant une seule seconde. Puis la rage est revenue. Il m'a attrapé l'autre bras et m'a traîné dans le couloir. J'ai pleuré. Je l'ai supplié. Robert, s'il te plaît. J'ai besoin d'un médecin. Tu m'as cassé le bras. S'il te plaît, fils, arrête. Mais il a continué à me traîner jusqu'au placard de service. Il m'a poussé à l'intérieur.
Je suis tombé par terre parce que je ne pouvais pas m'appuyer sur le bras cassé. La douleur était si intense que pendant un moment, j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai entendu sa voix de l'extérieur. Froide, dure, sans aucune trace du garçon que j'avais élevé. Apprends à rester à ta place, maman. Ce n'est plus toi qui commandes dans cette maison. C'est moi. Et si jamais tu touches à nouveau ma femme, ce sera bien pire pour toi. Il a fermé la porte. J'ai entendu la clé tourner. J'ai entendu ses pas s'éloigner. J'ai entendu Brenda crier qu'elle appellerait la police. J'ai entendu Naomi lui dire de partir. Que c'était une affaire de famille. Que Brenda n'avait rien à faire là. Je suis resté seul dans l'obscurité avec mon bras cassé, mon cœur brisé, avec la certitude absolue que j'avais perdu mon fils pour toujours. Mais ensuite, je me suis souvenu du téléphone. Le téléphone que j'avais caché dans la poche de mon tablier. Et je me suis souvenu du nom que j'avais gardé pendant 15 ans. Richard Harris, l'avocat qui m'avait dit que si jamais j'avais besoin de faire disparaître un problème, de l'appeler. J'ai sorti le téléphone avec la main qui fonctionnait encore. J'ai composé le numéro. Et quand Richard a répondu avec cette voix profonde et calme, je lui ai dit exactement ce dont j'avais besoin. Justice, vengeance, restitution. Tout ce qu'il m'avait pris, je le récupérerais. Et il paierait. Il paierait chèrement pour chaque larme, pour chaque vol, pour chaque humiliation, pour ce bras cassé, pour tout. Richard est arrivé exactement 43 minutes après mon appel. Je sais que c'était 43 minutes parce que j'ai compté chaque seconde dans ce placard sombre, m'accrochant au téléphone comme si c'était mon seul lien avec la raison. La douleur dans mon bras avait changé. Ce n'était plus cette douleur aiguë et aveuglante du début. Maintenant, c'était une douleur profonde et lancinante qui me rappelait à chaque battement que mon propre fils m'avait cassé un os. J'ai entendu la sonnette, puis des voix. La voix de Richard était reconnaissable entre toutes, profonde et ferme, avec ce ton d'un homme qui n'accepte pas de nom. Je suis l'avocat de Madame Marie Aguilar. Vous avez 30 secondes pour ouvrir cette porte, ou j'appellerai la police pour enlèvement et agression. Il y a eu un silence. Puis j'ai entendu Robert dire quelque chose que je n'ai pas bien saisi. La voix de Richard a de nouveau parlé, plus dure. Votre version ne m'intéresse pas, ouvrez cette porte maintenant ou cela va très mal tourner pour vous. La clé a tourné dans la serrure. La porte s'est ouverte. La lumière du couloir m'a aveuglé un instant. Richard était là, plus âgé que dans mes souvenirs, les cheveux complètement blancs maintenant, mais avec la même présence imposante qu'il avait toujours eue. Derrière lui se tenaient Robert et Naomi. Elle, les bras croisés et une expression d'agacement. Lui, le visage pâle et les poings serrés. Richard s'est agenouillé à côté de moi. Ses yeux ont scanné mon bras enflé. L'angle étrange auquel il pendait. Les larmes sur mon visage. Marie, dit-il d'une voix douce qui contrastait avec le ton dur qu'il avait utilisé à l'extérieur. Nous allons vous sortir de là. Nous allons arranger ça. Tout. Il a enlevé sa veste et l'a posée sur mes épaules. Puis il a sorti son téléphone et a appelé une ambulance. Elle n'a pas besoin d'une ambulance, a dit Robert depuis l'embrasure de la porte. C'était un accident. Elle est tombée. Je viens de... Silence, l'a interrompu Richard sans même le regarder. Ne dites pas un mot de plus. Tout ce qui sortira de votre bouche à partir de maintenant peut et sera utilisé contre vous. Il m'a de nouveau regardé. Pouvez-vous marcher? J'ai hoché la tête. Il m'a aidé à me lever. Le mouvement a de nouveau fait exploser la douleur dans mon bras, mais j'ai mordu ma lèvre pour ne pas crier. En attendant l'ambulance, Richard a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos. Des photos de mon bras. Des photos du placard où il m'avait enfermé. Des photos de la clé encore dans la serrure de l'extérieur. Preuve, m'a-t-il dit. Tout ceci est une preuve. Puis il a regardé Robert et Naomi qui étaient toujours dans le couloir à observer. J'espère que vous avez un bon avocat. Vous allez en avoir besoin. L'ambulance est arrivée. 2 ambulanciers sont entrés avec une civière. Ils ont vérifié mon bras avec soin, m'ont mis une écharpe improvisée et m'ont donné quelque chose pour la douleur. Alors qu'ils me chargeaient sur la civière, j'ai vu Brenda à la porte d'entrée. Ses mains couvraient sa bouche et ses yeux étaient pleins de larmes. Je viens avec toi, m'a-t-elle dit. Richard a hoché la tête. Vous êtes un témoin. J'ai besoin de vous.
À l'hôpital, ils m'ont emmené directement à la radiographie. Le médecin, un jeune homme au visage inquiet, m'a montré les images. Madame Aguilar, vous avez une fracture complète de l'humérus. C'est une blessure grave. Vous allez avoir besoin d'une intervention chirurgicale pour mettre une broche. Il m'a expliqué la procédure, les risques, le temps de récupération. Je l'écoutais à peine. Je ne pensais qu'à Robert, à la façon dont il m'avait fait ça, à la façon dont il avait choisi cette femme plutôt que moi. Pendant qu'il me préparait pour l'opération, Richard est resté à mes côtés. Marie, j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Chaque vol, chaque abus, chaque menace, tout. Et je lui ai raconté. Je lui ai parlé des bijoux manquants, de l'argent volé, des chèques falsifiés, de la façon dont il m'avait isolé, de la façon dont il m'avait fait sentir folle. Je lui ai tout raconté pendant que les infirmières me posaient la perfusion, pendant qu'elles se préparaient à m'emmener en salle d'opération. J'ai des photos, lui ai-je dit. Enfin, je les avais. J'ai pris des photos de mes bijoux dans sa chambre, des documents bancaires que j'ai trouvés. Mais Robert les a supprimés de mon téléphone. Richard a secoué la tête. Ça n'a pas d'importance. Il y a des moyens de récupérer les photos supprimées. Donnez-moi votre téléphone. Je le lui ai donné. Il l'a mis dans sa mallette. Un de mes amis est un expert en récupération de données. Nous allons récupérer ces photos et nous obtiendrons bien plus encore. Quand je me suis réveillé de l'opération, mon bras était dans un plâtre de l'épaule au poignet. Le médecin a expliqué que tout s'était bien passé, que la broche était en place, que j'aurais besoin de physiothérapie pendant des mois. Richard était toujours là, assis sur une chaise à côté de mon lit, travaillant sur son ordinateur portable. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé en voyant que j'étais réveillé. Comme si un camion m'avait écrasé, ai-je répondu. Ma voix semblait pâteuse à cause de l'anesthésie. Richard a esquissé un léger sourire. Reposez-vous. Nous commençons à travailler demain. J'ai fermé les yeux, mais avant de me rendormir, je lui ai demandé, que allez-vous faire? Sa réponse a été simple. Justice, Marie. Je vais obtenir justice. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. Richard est venu chaque matin avec des nouvelles. Le premier jour, il m'a dit qu'il avait engagé un détective privé pour suivre Naomi. Nous devons tout savoir sur elle. D'où elle vient, ce qu'elle a fait, qui d'autre elle a volé. Le deuxième jour, il m'a apporté mon téléphone. Nous avons récupéré les photos, toutes. Et elles sont de l'or pur. Nous avons des preuves claires de vol, de falsification et de fraude. Le troisième jour, il est arrivé avec un sourire. Marie, votre belle-fille est une criminelle professionnelle. Mon enquêteur a découvert qu'elle a un casier judiciaire dans d'autres États. Elle a déjà fait ça. Elle épouse des hommes plus âgés ou emménage avec des familles vulnérables, vole tout ce qu'elle peut et disparaît. Elle a au moins 3 identités différentes. Naomi n'est même pas son vrai nom. J'ai ressenti un mélange de justification et d'horreur. Justification parce que j'avais raison. Je n'étais pas folle. Elle était exactement ce que je pensais. Horreur parce que mon fils avait épousé une arnaqueuse professionnelle et n'en avait aucune idée. L'avez-vous dit à Robert? Lui ai-je demandé. Richard a secoué la tête. Pas encore. D'abord, nous devons sécuriser vos biens. Nous devons protéger votre maison, vos comptes en banque, tout. Parce que quand ça explosera, elle essaiera de prendre tout ce qu'elle peut. Pendant ces 3 jours, Robert n'est pas venu me voir. Pas un appel, pas un message, rien. Brenda, elle, est venue tous les jours. Elle m'a apporté de la nourriture faite maison parce qu'elle disait que la nourriture de l'hôpital était horrible. Elle m'a raconté ce qui se passait à la maison. Naomi vend des choses, m'a-t-elle dit. Je l'ai vue sortir des boîtes de la maison et les mettre dans une voiture. Je crois qu'elle se prépare à s'enfuir. Richard a agi vite. Il a obtenu une ordonnance du tribunal pour geler mes comptes en banque et les protéger de tout accès non autorisé. Il a changé les serrures de ma maison pendant qu'ils étaient sortis. Il a engagé un service de sécurité pour que personne ne puisse rien sortir de la propriété sans mon autorisation. Votre maison est protégée maintenant, m'a-t-il dit. Rien ne sort de là sans votre approbation. À ma sortie de l'hôpital, Richard m'a emmené dans un hôtel. Vous ne retournez pas encore dans cette maison. Pas avant que nous ayons tout préparé.
L'hôtel était simple, mais propre. Brenda est restée avec moi cette première nuit. Elle m'a aidé à me laver, à me changer et à me coiffer. J'ai pleuré dans ses bras. Comment ai-je pu perdre mon fils comme ça, lui ai-je demandé. Elle m'a serré plus fort. Tu ne l'as pas perdu. Il s'est perdu lui-même. Mais tu vas retrouver ta vie. Tu vas retrouver ta dignité. Le lendemain, Richard est venu avec plus de nouvelles. J'ai intenté une action civile contre Naomi pour vol, fraude et détournement de fonds. J'ai également déposé une plainte pénale. Et Marie, il y a plus. L'enquêteur a découvert qu'elle a un compte en banque secret où elle a déposé tout l'argent qu'elle vous a volé. Plus de 30 000 $. Nous allons récupérer chaque centime. Et Robert, ai-je demandé. Richard a soupiré. Robert, c'est compliqué. Techniquement, il a commis une agression en vous cassant le bras. Nous pourrions aussi engager des poursuites pénales contre lui. Mais je comprends que c'est votre fils. La décision vous appartient. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait qu'il paie pour ce qu'il m'avait fait. Une autre partie, la partie qui était encore une mère, ne pouvait supporter l'idée de l'envoyer en prison. 2 semaines ont passé avant que Robert ne m'appelle enfin. 2 semaines où j'ai vécu dans cet hôtel simple, allant en physiothérapie pour mon bras, rencontrant Richard pour planifier les prochaines étapes, apprenant à vivre sans le poids constant de la peur et de l'humiliation. Quand j'ai vu son nom sur l'écran de mon téléphone, mon cœur s'est emballé. J'ai pensé à ne pas répondre. J'ai pensé à le laisser souffrir comme il m'avait fait souffrir. Mais c'était mon fils, et une partie de moi, aussi endommagée soit-elle, avait encore besoin d'entendre sa voix. « Maman » a-t-il dit quand j'ai répondu. Sa voix semblait fatiguée, brisée. « Maman, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te voir. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous. « Pourquoi » lui ai-je finalement demandé. « Pourquoi maintenant, Robert ?» 2 semaines ont passé. 2 semaines où j'étais à l'hôpital, où j'ai été opéré. Où j'ai souffert seul et tu n'es pas venu. Tu n'as pas appelé. Rien. Je sais, a-t-il dit. Je sais. Et je n'ai aucune excuse. J'ai besoin de t'expliquer des choses. J'ai besoin que tu m'écoutes, s'il te plaît. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui n'était pas l'arrogance que j'avais entendue le jour où il m'avait cassé le bras. Il avait l'air effrayé, confus. Viens à l'hôtel, lui ai-je dit, et je lui ai donné l'adresse. Mais tu viens seul. Si tu amènes cette femme avec toi, je n'ouvrirai pas la porte. Il est arrivé 1 heure plus tard. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre d'hôtel, je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu du poids. Il avait de profondes cernes sous les yeux. Ses vêtements étaient froissés comme s'il avait dormi avec. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, ne sachant pas quoi faire. Puis-je entrer, a-t-il demandé. Je me suis écarté. Il est entré et s'est assis sur la seule chaise de la pièce. Je me suis assise sur le lit, gardant mes distances entre nous. Naomi est partie, a-t-il dit sans préambule. Elle est partie il y a 3 jours. Elle a tout pris. Ses affaires, mes vêtements chers, mes bijoux, mon argent, mon ordinateur portable, même les nouveaux appareils que nous avions achetés. Elle a vidé notre compte en banque commun. Elle m'a laissé sans rien. Il m'a regardé avec des yeux suppliants. Et avant de partir, elle m'a laissé un mot. Un mot où elle m'a tout avoué. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais aimé, qu'elle ne s'était mariée avec moi que pour voler ma famille, que j'étais si facile à manipuler qu'elle avait presque pitié de moi. J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement de la satisfaction. Ce n'était pas de la vengeance. C'était plutôt une profonde tristesse de savoir que mon fils avait enfin ouvert les yeux, mais à un coût si élevé. Je te l'avais dit, ai-je murmuré. Je te l'ai dit depuis le début. Je t'ai montré des preuves. Je t'ai supplié de me croire. Et tu ne l'as jamais fait. Je sais, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée. Je sais, maman. Et il n'y a pas de mots pour te dire à quel point je suis désolé. J'ai été un idiot. J'ai été le pire des fils. Je t'ai fait des choses impardonnables. Je t'ai cassé le bras. Je t'ai enfermé comme un animal. Je t'ai traité comme si tu étais folle alors que le fou, c'était moi de la croire.
Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Quand j'ai trouvé le mot, quand j'ai vu qu'elle avait tout pris, quand j'ai enfin réalisé que tu avais raison sur tout, j'ai voulu mourir. J'ai voulu disparaître de honte. Et que veux-tu que je fasse maintenant? Lui ai-je demandé. Ma voix semblait plus dure que je ne le voulais. Veux-tu que je te pardonne? Veux-tu que je te dise que tout va bien? Ce n'est pas bien, Robert. Rien ne va bien. Tu m'as cassé le bras. Mon propre fils m'a cassé le bras parce que j'ai osé dire la vérité sur sa femme. As-tu la moindre idée de ce que ça fait? Je ne peux même pas l'imaginer, a-t-il dit. Je ne peux pas imaginer la douleur que je t'ai causée, la douleur physique et la douleur émotionnelle. Et je sais que je n'ai aucun droit de demander pardon. Je sais que tu me détestes probablement et tu as toutes les raisons de le faire. Mais j'avais besoin de te voir. J'avais besoin de te dire face à face que tu avais raison, que je suis un imbécile, que j'ai tout gâché. Nous sommes restés en silence pendant un long moment. J'ai regardé mon fils, cet homme brisé qui avait été un garçon si doux il y a tant d'années, et j'ai essayé de réconcilier les deux images. Le garçon qui me serrait dans ses bras quand il faisait des cauchemars. L'homme qui m'avait enfermé dans un placard sombre. Richard m'a tout dit, lui ai-je finalement dit. Il m'a dit qu'elle est une arnaqueuse professionnelle. Qu'elle a un casier judiciaire. Qu'elle a déjà fait ça avec d'autres familles. Que même Naomi n'est pas son vrai nom. Robert a hoché la tête. Ils me l'ont dit quand ils sont venus à la maison avec un mandat d'arrêt, mais elle était déjà partie. Disparue sans laisser de traces. Il m'a regardé. Maman, je suis venu ici pour te dire autre chose. Je suis venu te dire que je vais témoigner. Je vais témoigner sur tout ce que j'ai vu, sur tout ce qu'elle a fait. Je vais t'aider à récupérer chaque centime qu'elle a volé. Et si tu veux engager des poursuites judiciaires contre moi pour ce que je t'ai fait, je comprendrai. Je l'accepterai. Je le mérite. Richard m'a dit que je pouvais porter plainte pour agression, lui ai-je dit. Qu'avec les photos, avec le témoignage de Brenda, avec les dossiers médicaux, nous avons un dossier solide. Je l'ai vu pâlir. Mais je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sais pas si je peux envoyer mon propre fils en prison, même si une partie de moi veut que tu souffres comme j'ai souffert. Quoi que tu fasses, je l'accepte, a-t-il dit. Si tu veux que j'aille en prison, j'irai. Si tu veux que je ne te parle plus jamais, je le ferai. Quoi que tu décides, maman. Cette fois, quoi que tu décides. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, que j'avais besoin de digérer tout cela, que je ne pouvais pas prendre une décision comme ça maintenant. Il a hoché la tête et s'est levé pour partir. Mais avant d'atteindre la porte, il s'est retourné. Maman, encore une chose. J'ai trouvé quelque chose en nettoyant le désordre que Naomi a laissé. J'ai trouvé des documents. Des documents qui montrent qu'elle ne s'est pas contentée de te voler. Elle prévoyait de vendre la maison. Elle avait falsifié ta signature sur des documents de transfert de propriété. Si tu ne t'étais pas défendu ce jour-là, si tu ne l'avais pas poussé dehors, elle t'aurait probablement laissé sans rien en quelques mois. Cette information m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Elle ne voulait pas seulement me voler. Elle voulait me détruire complètement. Elle voulait me laisser à la rue, sans maison, sans argent, sans rien. Donne-moi ces documents, lui ai-je dit. Donne-les à Richard. C'est une preuve de plus. Robert est parti. Et je suis resté seul dans la chambre d'hôtel, digérant tout ce que je venais d'entendre. Mon fils avait enfin ouvert les yeux. Il me croyait enfin. Mais était-ce suffisant? Pourrais-je lui pardonner tout ce qu'il m'avait fait? Je ne savais pas honnêtement, je ne savais pas. Le lendemain, Richard est venu avec des nouvelles importantes. Marie, l'enquêteur a retrouvé Naomi. Enfin, la femme qui se faisait appeler Naomi. Son vrai nom est Léona Barnes, et ils l'ont trouvée dans un autre état, vivant avec un autre homme plus âgé, faisant exactement la même chose. La police l'a arrêtée ce matin. Elle est en cours d'extradition ici pour faire face aux accusations. J'ai ressenti un énorme soulagement. Elle allait enfin payer. Elle allait enfin faire face aux conséquences de ce qu'elle m'avait fait. Et l'argent, ai-je demandé. Pouvons-nous le récupérer? Richard a hoché la tête. Le compte en banque où elle a déposé votre argent a été gelé. Nous en récupérons la majeure partie. Pas tout, car elle en a dépensé une partie, mais la majeure partie, oui.
Au cours des semaines suivantes, tout s'est accéléré. Léona, ou Naomi, ou quel que soit son vrai nom, a été poursuivie en justice. Robert a témoigné contre elle. J'ai témoigné. Brenda a témoigné. Richard a présenté toutes les preuves, les photos récupérées de mon téléphone, les documents falsifiés, les relevés bancaires, tout. L'affaire était si solide qu'elle ne pouvait même pas le nier. Son avocat l'a convaincu d'accepter un accord de plaidoyer avec le bureau du procureur. 5 ans de prison pour fraude, vol et falsification. Le jour de la condamnation, j'étais au tribunal. Je l'ai vu entrer menotté, vêtu d'un uniforme de prison orange, sans maquillage, sans ses ongles parfaits, sans ce masque de supériorité qu'elle portait toujours. Elle avait l'air petite, ordinaire. Lorsque le juge a lu la sentence, 5 ans dans une prison d'État, elle n'a montré aucune émotion. Elle a juste hoché la tête. Mais alors qu'on la sortait de la salle d'audience, elle m'a regardé, et dans ce regard, j'ai vu une haine pure. La haine parce que j'avais gagné, parce qu'elle ne m'avait pas détruite, parce que j'étais toujours debout. J'ai récupéré 32 000 $ de mon argent. Ce n'étaient pas les presque 40 000 $ qu'elle avait volés, mais c'était quelque chose. Richard m'a aidé à sécuriser complètement ma maison. Il a changé tous les documents pour que personne ne puisse toucher à ma propriété sans mon consentement explicite devant un notaire. Il a mis des verrous légaux sur tous mes comptes. Il m'a fait signer un testament clair spécifiant exactement ce qu'il adviendrait de mes biens à ma mort. Mais une décision restait en suspens. Que faire de Robert? Richard m'a poussé à porter plainte. Marie, il vous a cassé le bras. C'est une agression. Il mérite de payer pour ça. Brenda était d'accord. Cet homme vous a fait du mal. Il doit apprendre qu'il y a des conséquences. Mais je ne pouvais toujours pas me décider. Robert est venu me voir chaque semaine pendant 2 mois. Chaque visite était gênante, pleine de silence pesant et de mots que nous ne savions pas comment dire. Mais il a continué à venir. Il a continué à se présenter avec ce regard de remords, avec les yeux rouges de quelqu'un qui ne dort pas bien, avec ce poids de culpabilité qui le consumait de l'intérieur. Un après-midi, il m'a apporté tous les documents qu'il avait trouvés dans la chambre qu'il avait partagée avec cette femme. Des papiers qui montraient comment elle avait méticuleusement tout planifié. Il y avait des brouillons de documents pour vendre ma maison. Il y avait des enquêtes sur la valeur de la propriété. Il y avait des notes manuscrites où elle calculait combien d'argent elle pourrait obtenir avant de disparaître. Elle avait même trouvé un faux passeport avec sa photo, mais un nom différent. Elle avait toujours eu une voie de fuite planifiée. « Regarde ça », a dit Robert en montrant un petit carnet. Tout est là. Les dates de quand elle a commencé à te voler. Les montants exacts. Il y a même une note sur le moment où elle t'a donné les somnifères. Quels somnifères, ai-je demandé, confuse. Robert est devenu pâle. Tu ne te souviens pas? Il y a eu environ 3 mois où tu te sentais très fatigué tout le temps. Où tu dormais beaucoup. Elle te préparait du thé le soir. Elle disait que c'était pour t'aider à mieux te reposer. Mon estomac s'est noué. Elle me droguait. Robert a hoché la tête. Juste assez pour te maintenir confuse, somnolente, pour que tu ne réalises pas ce qu'elle faisait. Il y a le nom du médicament ici. C'était un sédatif léger qu'elle achetait sans ordonnance. Toute ma rage est revenue. Elle ne s'était pas contentée de me voler. Elle ne m'avait pas seulement isolé. Elle m'avait drogué. Elle m'avait transformé en une version zombie de moi-même pour pouvoir me voler plus facilement. Ça va à Richard, ai-je dit en prenant le carnet. C'est la preuve d'autres crimes. Elle va payer pour chaque chose qu'elle m'a faite. Richard a présenté les nouvelles preuves au procureur. Le carnet était de l'or pur. Il montrait la préméditation, la planification, la cruauté. Le procureur a de nouveau convoqué Léona et lui a proposé un nouvel accord de plaidoyer. 7 ans au lieu de 5, ou aller au procès où elle recevrait probablement 10 ans. Elle a accepté les 7 ans. J'étais présente lorsqu'elle a signé le nouvel accord. J'ai regardé son avocat lui dire que c'était sa meilleure option. J'ai regardé sa mâchoire se serrer, vaincue. Mais pendant que tout cela se passait, je vivais toujours dans cet hôtel. Je n'étais toujours pas retourné chez moi. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je pensais à y retourner, je voyais le placard sombre. Je sentais la douleur dans mon bras. J'entendais la voix de Robert me dire d'apprendre à rester à ma place.
Brenda me rendait souvent visite, et un jour, elle a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Marie, cette maison est à toi. Tu l'as achetée. Tu t'es battue pour elle. Ne laisse pas les mauvais souvenirs te la prendre. Tu dois la reconquérir, tout comme tu as reconquis ton argent. Elle avait raison. Cette maison était la mienne. Chaque brique, chaque fenêtre, chaque recoin avait été payé avec mon travail, avec mes efforts. Je n'allais pas les laisser me la prendre, même pas dans mon esprit. Alors, un jour, j'ai dit à Richard, je veux retourner chez moi, mais je la veux complètement propre. Je veux que vous enleviez tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Je veux que vous peigniez les murs. Je veux que vous changiez les serrures. Je veux que cette maison redevienne la mienne. Richard a engagé une équipe de nettoyage professionnelle. Ils ont enlevé toutes les affaires de Léona qui restaient. Tous ses vêtements, ses chaussures, ses produits de beauté, tout. Ils ont tout donné à une œuvre de charité. Ils ont peint les murs du 2e étage d'une nouvelle couleur. Ils ont changé les rideaux. Ils ont remplacé le matelas de la chambre qu'elle avait utilisé. Quand je suis finalement entré dans ma maison 3 mois après cette terrible nuit d'anniversaire, elle semblait différente. Elle semblait propre. Elle semblait de nouveau la mienne. Brenda m'a aidé à m'installer. Nous avons préparé du café dans ma cuisine. Nous nous sommes assises dans le salon et pour la première fois depuis des années, je me suis senti en paix dans ma propre maison. Mais cette paix a été de courte durée, car cette nuit-là, alors que je me préparais à me coucher, j'ai entendu frapper à la porte. C'était Robert. Il pleurait. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi entrer. S'il te plaît. » J'ai ouvert la porte. Il s'est effondré sur le canapé du salon et a pleuré plus fort que je ne l'avais vu pleurer depuis qu'il était enfant. « J'ai tout perdu, a-t-il dit entre deux sanglots. J'ai perdu mon travail parce que je ne pouvais pas me concentrer. J'ai perdu mon appartement parce que je ne pouvais pas payer le loyer après qu'elle m'ait volé. Je n'ai rien. Je n'ai personne. Et c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Une partie de moi voulait le consoler. C'était mon fils. Mais une autre partie, la partie qui portait encore le poids du bras cassé, de l'enfermement, de la trahison, est restée froide. Et que veux-tu que je fasse ? Lui ai-je demandé. Veux-tu que je te dise que tout va bien ? Veux-tu que je te donne de l'argent ? Veux-tu revivre ici ? Non, a-t-il dit en levant son visage taché de larmes. Je ne veux rien de tout ça. Je veux juste que tu saches que je comprends. Je comprends ce que je t'ai fait. Je comprends que j'ai ruiné notre relation. Je comprends que tu ne me pardonneras probablement jamais. Et je ne t'en veux pas. Je voulais juste que tu le saches. Je voulais juste que tu saches que je vais vivre le reste de ma vie en portant ce que je t'ai fait. Il s'est levé pour partir, mais quelque chose en moi a bougé. Quelque chose qui avait été enfoui sous la douleur et la rage. Robert, l'ai-je appelé. Il s'est arrêté. Tu m'as beaucoup fait de mal. Mais cette femme t'a fait du mal aussi. Elle t'a manipulé. Elle t'a utilisé. Elle t'a détruit. Et même si ce que tu m'as fait est impardonnable, je comprends que tu n'étais pas dans ton état normal. Tu étais sous son contrôle. Ce n'est pas une excuse, a-t-il dit. J'ai choisi de la croire plutôt que toi. J'ai choisi de lever la main sur ma propre mère. C'était ma décision, ma faute. Il avait raison. Mais il était aussi vrai qu'elle l'avait habilement manipulé. Elle avait joué avec ses insécurités, avec son besoin de se sentir aimée, avec sa peur d'être seule. Je ne vais pas porter plainte contre toi, lui ai-je finalement dit. Mais je ne vais pas non plus oublier ce qui s'est passé. Je ne peux pas. Le pardon, s'il vient un jour, prendra beaucoup de temps. Des années peut-être. Je comprends, a-t-il dit. Et je l'accepte. Je lui ai donné le numéro d'un thérapeute que Richard m'avait recommandé. Va en thérapie, digère ce qui s'est passé, apprends de ça, et peut-être, juste peut-être, un jour nous pourrons avoir quelque chose qui ressemble à une relation mère-fils. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui, ni demain, ni le mois prochain. Robert est parti cette nuit-là. Je suis resté dans mon salon, dans ma maison reconquise, pensant à tout ce qui s'était passé. Pensant à la femme que j'avais été avant que Léona n'entre dans nos vies, une femme naïve qui ne voulait que le bonheur de son fils. Et pensant à la femme que j'étais devenue, une femme plus forte, plus sage, plus prudente,
Une femme qui avait appris que parfois l'amour ne suffit pas, que parfois il faut se protéger d'abord, même de sa propre famille. Les mois suivants ont été consacrés à la reconstruction, non seulement de ma maison, mais de ma vie. J'ai commencé à sortir plus souvent avec Brenda. Nous allions prendre un café, nous promener dans le parc, regarder des films. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale. J'ai rencontré d'autres femmes de mon âge qui avaient également subi des trahisons familiales, des abus et des pertes. Et j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Que mon histoire, bien que douloureuse, n'était pas unique. Richard est devenu plus que mon avocat. Il est devenu un ami. Il venait me rendre visite toutes les 2 semaines pour s'assurer que tout allait bien. Il m'a aidé à réorganiser mes finances pour que personne ne puisse plus jamais y toucher sans mon autorisation. Il m'a appris à être plus prudente, plus protectrice de ce qui m'appartenait. Un jour, 6 mois après tout le drame, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Léona, de la prison. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Dans la lettre, elle ne s'excusait pas. Elle n'exprimait aucun remords. Au lieu de cela, elle me disait que j'avais eu de la chance, que d'autres n'avaient pas été aussi chanceux, qu'elle était douée dans ce qu'elle faisait, et que si ce n'avait pas été de mon entêtement, tout se serait parfaitement déroulé. La lettre se terminait par une menace voilée. On se verra quand je sortirai. J'ai montré la lettre à Richard. Il l'a lue et a secoué la tête. Elle essaie de vous faire peur, de vous maintenir dans la peur. Ne lui donnez pas ce pouvoir. Mais je n'avais plus peur. Cette lettre, au lieu de m'effrayer, m'a fait réaliser quelque chose d'important. J'avais gagné. Elle était en prison. J'étais dans ma maison. Elle avait tout perdu. J'avais retrouvé ma vie. 2 ans ont passé depuis cette terrible nuit d'anniversaire. 2 ans depuis que mon fils m'a cassé le bras et m'a enfermé dans un placard sombre. 2 ans depuis que j'ai composé le numéro de Richard et changé le cours de ma vie pour toujours. Aujourd'hui, j'ai 73 ans et je suis assise dans le jardin de ma maison, la maison que j'ai failli perdre, buvant un café avec Brenda pendant que les rosiers que j'ai plantés le mois dernier commencent à fleurir. Mon bras a guéri. Pas parfaitement. Il me fait encore mal quand il va pleuvoir. Je ne peux toujours pas soulever des choses lourdes comme avant, mais il fonctionne. Et chaque fois que je regarde la cicatrice de l'opération, je ne vois pas de faiblesse. Je vois de la survie. Je vois la marque d'une bataille que j'ai gagnée. Léona a purgé 1 an de sa peine de 7 ans. Richard me tient au courant. Il me dit qu'elle se comporte bien en prison parce qu'elle veut sortir plus tôt pour bonne conduite. Mais il a déjà mis en place des mécanismes juridiques pour s'assurer que lorsqu'elle sortira, si elle sort plus tôt, il y aura une ordonnance restrictive l'empêchant de s'approcher de moi, de ma maison ou de ma vie. Elle ne pourra plus jamais vous toucher, m'a-t-il promis. Et je le crois. Robert et moi avons reconstruit notre relation lentement, très lentement. Il est allé en thérapie comme je le lui avais suggéré. Il a trouvé un nouveau travail. Il a déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Il vient me rendre visite 1 fois par mois. Il sonne toujours à la porte. Il n'entre jamais sans permission. Il ne reste jamais plus d'1 heure. Nous parlons de choses superficielles, du temps, de son travail, des nouvelles. Nous ne parlons jamais de ce qui s'est passé. Pas encore. Peut-être un jour, peut-être jamais. Il y a 3 mois, il m'a officiellement demandé pardon. Il est arrivé avec des fleurs, s'est agenouillé dans mon salon et m'a dit avec des larmes dans les yeux, « Maman, je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça. Je sais que ce que je t'ai fait est impardonnable, mais j'ai besoin que tu saches qu'il ne se passe pas un jour sans que je le regrette. Pas 1 heure sans que je me déteste de t'avoir fait du mal. Et je veux passer le reste de ma vie à essayer d'être un meilleur fils si tu me le permets. » Je ne lui ai pas répondu ce jour-là. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Que le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais simplement donner comme ça, comme si de rien n'était. Et il a compris. Il est parti sans me presser, sans rien exiger. Cette nuit-là, j'ai beaucoup réfléchi à ce que signifie pardonner. J'ai réfléchi à savoir si pardonner signifiait oublier, si cela signifiait faire confiance à nouveau, si cela signifiait laisser aller la douleur. Je suis arrivé à la conclusion que pardonner ne signifie aucune de ces choses. Pardonner signifie décider de ne pas laisser le poison de la haine me consumer. Cela signifie décider que ma tranquillité d'esprit est plus importante que mon désir de vengeance. Cela signifie lâcher prise, non pas pour lui, mais pour moi.
Alors, la fois suivante où il est venu me rendre visite, je lui ai dit, « Je te pardonne, Robert. Non pas parce que tu le mérites, non pas parce que ce que tu as fait était bien. Je te pardonne parce que je mérite la paix. Et je ne peux pas avoir la paix si je continue à porter toute cette rage. » Il a pleuré. Il a pleuré comme un enfant. Et je l'ai laissé pleurer. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je ne l'ai pas réconforté. Je l'ai juste laissé digérer ce que je lui avais dit. Quand il s'est enfin calmé, il m'a regardé et a dit, « Merci, maman. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te promets que je l'honorerai. Je serai meilleur. Je serai le fils que j'aurais toujours dû être. Je ne sais pas s'il y parviendra. Je ne sais pas si nous aurons un jour la relation que nous avions avant. Probablement pas. Cette relation est probablement morte le jour où il m'a enfermé dans ce placard. Mais peut-être que nous pouvons en construire une nouvelle. Une basée sur le respect, sur des limites claires, sur l'honnêteté. Une où je n'aurai plus jamais à douter de ma propre valeur. Ma vie est maintenant différente. Elle est plus calme, plus petite peut-être. Mais elle est la mienne. Entièrement la mienne. Personne ne me dit quand je peux utiliser ma cuisine. Personne ne me vole mon argent. Personne ne me fait sentir comme si je perdais la tête. Brenda et moi nous voyons presque tous les jours. Elle est devenue la sœur que je n'ai jamais eue. Nous nous disons tout. Nous rions ensemble. Nous pleurons ensemble. Nous vieillissons ensemble. Le club de lecture de la bibliothèque est devenu mon espace préféré. J'y ai rencontré Irene, une femme de 76 ans qui a vécu quelque chose de similaire avec sa fille et son gendre. Nous sommes devenus amis pour partager nos histoires. Des histoires de trahison, de douleur, mais aussi de résilience, de la façon dont nous nous sommes relevés lorsque le monde nous a fait tomber. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire qui aide les personnes âgées victimes d'abus familiaux. Je partage mon histoire là-bas. Je dis à d'autres femmes qui traversent ce que j'ai traversé qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ont le droit de se défendre, qu'elles ont le droit de retrouver leur dignité. Et je vois dans leurs yeux la même douleur que j'ai ressentie. Mais je vois aussi de l'espoir. L'espoir que si j'ai pu m'en sortir, elles le peuvent aussi. Richard est toujours mon avocat, mais plus que ça, c'est mon ami. Il vient dîner une fois par mois. Il apporte toujours du vin et je cuisine quelque chose de spécial. Nous parlons de tout. De politique, de livres, de la vie. Il ne s'est jamais marié. Jamais. Il n'a jamais eu d'enfant. Il m'a avoué un jour que son travail était sa famille. Mais dernièrement, je vois comment il me regarde avec une affection qui dépasse l'amitié professionnelle. Et moi, à ma grande surprise, je me surprends à le regarder de la même manière. Je ne sais pas s'il se passera quelque chose entre nous. À notre âge, les choses sont différentes, plus posées, plus significatives. Mais j'aime avoir cette possibilité. J'aime sentir que ma vie ne s'est pas terminée à 71 ans, qu'il y a encore de la place pour de nouvelles relations, pour de nouvelles joies. La maison est belle maintenant. Je l'ai transformée petit à petit. J'ai changé les meubles du 2e étage. J'ai transformé l'une des chambres en atelier de couture. J'ai recommencé à coudre, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je fais des courtes pointes, des nappes, des vêtements pour les bébés de l'hôpital local. Cela me tient occupé. Cela me maintient créative. Cela me maintient en vie. Le placard de service, ce lieu qui fut ma prison, je l'ai transformé en autre chose. J'ai engagé un menuisier pour faire des étagères. Je l'ai rempli de livres, de plantes et de lumière. J'y ai mis un fauteuil confortable et une lampe de lecture. C'est maintenant mon coin préféré de la maison. L'endroit où je lis, où je pense, où j'écris dans mon journal. J'ai transformé l'espace de ma plus grande humiliation en l'espace de ma plus grande paix. Parfois, je pense à tout ce qui s'est passé et je me demande si j'aurais pu l'empêcher, si j'avais été plus ferme dès le début. Si j'avais fixé des limites plus claires, si j'avais appelé la police la première fois que j'ai découvert un vol. Mais ensuite, je réalise que ces questions sont inutiles. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux qu'en tirer des leçons. Et j'ai tant appris. J'ai appris que l'amour ne signifie pas permettre les abus. J'ai appris qu'être une mère ne signifie pas sacrifier ma dignité. J'ai appris qu'il est acceptable de fixer des limites, même avec la famille. J'ai appris que ma tranquillité d'esprit vaut plus que le maintien de fausses apparences.
J'ai appris que je suis plus forte que je ne le pensais, que je peux survivre à des choses que je pensais qui me détruiraient. J'ai aussi appris le pouvoir de demander de l'aide. Pendant des années, je me suis senti seul. J'ai senti que personne ne me croirait, que personne ne m'aiderait. Mais quand j'ai finalement composé le numéro de Richard, quand j'ai finalement laissé Brenda entrer pleinement dans ma vie, j'ai découvert que je n'étais pas seul, qu'il y avait de bonnes personnes prêtes à m'aider. Je devais juste être assez courageuse pour le demander. Il y a une semaine, j'ai reçu un appel d'une assistante sociale du centre communautaire. Elle m'a dit qu'une femme de 69 ans était venue chercher de l'aide. Son fils et sa belle-fille la maltraitaient. Ils la volaient. Ils l'avaient isolée. Elle avait peur. L'assistante sociale m'a demandé si je pouvais lui parler, si je pouvais partager mon histoire. Je suis allé au centre cet après-midi-là. La femme s'appelait Rebecca. Elle était assise sur une chaise, voûtée, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai pris la main. J'ai vécu la même chose, lui ai-je dit. Et j'ai survécu. Et tu survivras aussi. Je lui ai raconté mon histoire, toute l'histoire. Je n'ai rien omis. Le vol, les abus, le bras cassé, l'enfermement, la trahison. Mais je lui ai aussi raconté la partie où j'ai appelé Richard, où j'ai récupéré mon argent, où j'ai récupéré ma maison, où j'ai récupéré ma vie. Quand j'ai eu fini de parler, Rebecca m'a regardé avec des yeux pleins de larmes, mais aussi autre chose. De la détermination. Puis-je vraiment m'en sortir, m'a-t-elle demandé. Vraiment, ai-je répondu. Ce ne sera pas facile. Ça va faire mal. Ça va être terrifiant. Mais oui, tu peux t'en sortir, et je vais t'aider. Maintenant, Rebecca fait partie de ma vie. Je lui rends visite chaque semaine. Je l'aide à naviguer dans le système juridique. Je l'accompagne à ses rendez-vous chez l'avocat. Je lui rappelle chaque jour qu'elle n'est pas seule. Que ce qu'ils lui font n'est pas bien. Qu'elle mérite mieux. Et je vois comment, petit à petit, comme moi il y a 2 ans, elle commence à retrouver sa force, sa voix, sa dignité. Ce matin, en arrosant mes rosiers, j'ai pensé à tout le parcours. De cette femme effrayée et brisée enfermée dans un placard sombre à la femme que je suis aujourd'hui. Une femme qui n'a plus peur. Une femme qui connaît sa valeur. Une femme qui a transformé sa douleur en but. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si Robert et moi aurons un jour une véritable réconciliation. Je ne sais pas si Richard et moi deviendrons plus que des amis. Je ne sais pas combien d'années il me reste dans ce monde. Mais je sais ceci. Les années qu'il me reste seront les miennes. Elles seront vécues selon mes termes, avec ma dignité intacte, la tête haute. Et si mon histoire peut aider une femme, 10 femmes, 100 femmes à trouver la force de se défendre, de demander de l'aide, de reprendre leur vie en main, alors tout ce que j'ai vécu en aura valu la peine. Ma douleur sera devenue le pouvoir de quelqu'un d'autre. Mon obscurité sera devenue la lumière de quelqu'un d'autre. Car en fin de compte, c'est ce que nous sommes, nous les femmes survivantes.